Kabali Solo de mettre le soin au niveau du son et de l'image de ce podcast, le tout premier du paysage audiovisuel congolais. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au studio broadcast de Kabali Solo. Nouvel épisode, nouvel invité. Nous avons l'honneur de recevoir le président de Unicongo, Monsieur Michel Ndiomo. Bonjour. Bonjour, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Bienvenue dans le studio broadcast de Kabali Solo. Merci. Kabali Solo signifie partager l'histoire. Et nous vous invitons à partager l'histoire, votre histoire à vous et l'histoire de Unicongo. Très bien, écoutez, très honoré. Je vous expliquais en off que le principe du podcast, ou le podcast a été mis en place pour pouvoir donner des réponses à toutes les questions que nous recevons sur Internet, à travers les plateformes. Parce que vous savez que ce podcast est disponible par écoute. On peut l'écouter à travers les plateformes de téléchargement, mais également sur YouTube, et visionnable sur YouTube. Et nous avons beaucoup d'abonnés, d'internautes qui posent des questions liées à l'entrepreneuriat. Et nous avons reçu des questions qui concernent Unicongo. Donc on vous a invité, et vous avez eu l'amabilité de répondre oui et présent, malgré votre agenda très surchargé. C'est normal, c'est normal. On doit être disponible pour le grand public pour leur expliquer nos missions et comment on peut aider les différentes personnes, les chercheurs d'emploi, les entreprises à faciliter leur insertion. Dois-je vous appeler président ou patron des patrons? La plupart, y compris même mes collaborateurs, m'appellent Michel. Mais je suis bien le président d'Unicongo, qui est le principal patronat congolais. Et donc, péjorativement, on dit le patron des patrons. Mais je suis surtout le facilitateur des patrons congolais, on va dire ça comme ça. Donc, Michel, c'est très bien. Donc, la première question, c'est quoi Unicongo? Unicongo, c'est une association patronale. Donc le sigle veut dire Union patronale interprofessionnelle du Congo. C'est un regroupement de sociétés, tout simplement. Ça veut dire qu'une société formelle qui est créée au Congo, qui opère au Congo, adhère à une association. Donc on se met ensemble afin de représenter et défendre les intérêts du secteur privé. Ça veut dire que lorsqu'il y a des négociations avec les pouvoirs publics, en ce qui concerne l'économie du Congo, le représentant principal du secteur privé, au lieu que l'État parle avec chaque société individuellement, le représentant principal, c'est Unicongo. On peut prendre des exemples concrets. Lorsqu'il y a des négociations sur le droit du travail, les conventions collectives, donc tout ce qui régit le droit du travail au Congo, les conditions d'exercice du travail, c'est Unicongo qui participe aux discussions au nom des employeurs. Voilà. Et donc nous œuvrons au quotidien, y compris sur l'amélioration du climat des affaires. Nous intervenons dans beaucoup d'aspects de la vie des sociétés et même du cycle de vie des carrières même des employés de ces sociétés. Par exemple, un exemple concret, lorsque un collaborateur est licencié, qu'il se pourvoit auprès de l'administration à travers le ministère du Travail, c'est Unicongo qui est un peu l'arbitre pour s'assurer que le problème soit réglé et arbitré. D'accord. Et quand vous dites que vous représentez les intérêts des sociétés, est-ce que vous représentez également l'intérêt des employés? Non, il y a les syndicats d'employés pour ça. Donc nous représentons les employeurs, donc vraiment les sociétés. Il y a les syndicats d'employés qui représentent les employés. Mais malgré cela, nous sommes quand même dans un dialogue permanent avec les structures syndicales qui représentent les employés. Et aussi, nous défendons quelque part tout de même l'intérêt des employés parce que lorsque nous agissons pour que les sociétés opèrent de façon durable, que les sociétés améliorent les conditions de travail, nous sommes d'ailleurs au niveau du Bureau international du travail, les avocats du travail décent pour que les conditions de travail dans notre sous-région et au-delà en Afrique soient améliorées. Nous participons aux discussions sur l'augmentation des salaires, etc. Donc en cela, vous pouvez dire tout de même que nous intervenons pour défendre aussi les intérêts des employés. Parce qu'aucune société ne peut être durable sans que ses collaborateurs ne s'épanouissent et ne se projettent dans l'avenir dans cette société. Donc généralement, dans vos réunions, vous avez la prise en compte du syndicat et de leurs revendications? On est dans une tripartite de toute façon. Pouvoir public, syndicat d'employés, syndicat d'employeurs. La plupart des discussions, dès qu'on parle de code du travail, on est tous les trois autour de la table. Dans tous les cas. Et très souvent, même, nous sommes sollicités en direct y compris par des employés qui peuvent demander un conseil, qui peuvent nous solliciter, même des fois pour nous remonter des dysfonctionnements qu'ils rencontrent au sein de leur société. Et nous pouvons relayer la problématique en interpellant éventuellement un chef d'entreprise sur l'amélioration de certains aspects de la conduite de ces affaires. D'accord. Monsieur Michel Ndiomo, avant de se retrouver sur une table tripartite entre les différents syndicats et Unicongo, vous êtes d'abord un entrepreneur.
Tout à fait. En étant président d'un patronat, il faut être chef d'entreprise. On n'est pas salarié, donc on est représentant d'abord de sa société au sein d'un secteur, et puis on est candidat à la présidence et on est élu. Donc à Unicongo est dirigé par un conseil d'administration fait de chef d'entreprise, dont moi-même. D'accord. Vous entreprenez dans l'agriculture? Dans l'agriculture. Ouais. Si j'en parle brièvement, en fait, j'ai entrepris dans l'agriculture en 2 phases. Une première phase qui est dans l'amont agricole, à travers une plantation de palmiers à huile qui n'est pas très loin de Brazzaville, que beaucoup de Congolais qui sont habitués du district d'Igné connaissent. Puis dans la production d'engrais. Donc ça a été une deuxième phase depuis 2019 dans la production d'engrais. Et cette fois-ci, l'activité est plutôt à Dolisie, qui est au cœur de la zone de production agricole la plus active, donc qui comprend le Niari et la Bwenza. Donc CA Agri, aujourd'hui, est le numéro 1 de la production d'intrants agricoles et de la distribution d'intrants. Donc nous faisons de l'engrais, des semences, des produits phyto, etc. Et pour finir là-dessus, je suis depuis 12 ans donc investi dans le secteur agricole. Et avant d'être président d'Unicongo, j'étais d'abord président de la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche d'Unicongo. D'accord. Vous devez être président d'un département avant de devenir président de non, pas obligatoirement. Comme nous sommes une association, n'importe quel membre, et un membre, c'est le représentant d'une société, peut être candidat et être président. Mais on va dire que naturellement, ça se fait aussi comme ça. Le conseil d'administration étant constitué de présidents de fédération, naturellement, c'est parmi les présidents de fédération que le candidat, souvent président, se trouve, se coopte, ou lui-même peut se sentir apte à être président. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé de poser votre candidature pour devenir président de Unicongo? Sans aller trop loin dans la genèse de mon implication à Unicongo, j'ai été à l'origine de la structuration des grands acteurs de l'élevage et de l'agriculture. On a adhéré à Unicongo en groupe en 2020 et on a créé la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche. Donc c'est un groupe d'agriculteurs et d'éleveurs qui, autour de moi, sont rentrés en groupe à Unicongo et ont créé cette fédération qui n'existait pas. Elle n'existait pas encore. Elle n'existait pas. Et comme j'ai piloté ce mouvement, j'ai été naturellement choisi par mes pairs pour prendre la présidence de cette fédération à ce moment-là. En arrivant donc à la tête de cette fédération, je deviens membre du conseil d'administration d'Unicongo, qui est composé d'une 20aine de membres. Je me rends compte d'un certain nombre de limites dans notre action. Notre action de lobbying était presque éteinte. Nous étions peu actifs sur la prise de parole publique. Je pense même que si vous avez des sollicitations pour me faire venir aujourd'hui, c'est parce que nous sommes beaucoup plus présents sur la place publique. Nous reprenons de façon plus active notre place dans le débat socio-économique public, ce qui n'était plus trop le cas. Donc j'ai vu un certain nombre de limites à l'approche qu'Unicongo avait ces dernières années. J'ai décidé de m'impliquer plus et j'ai été candidat. J'ai vendu cette approche à mes adhérents. Mon élection, parce que souvent on me dit vous avez été nommé président. C'est une élection. Et l'Assemblée générale qui a vu mon élection a été de l'histoire d'Unicongo celle avec la plus grande participation. Oh. Voilà. Et j'ai été élu à 85% des voix. Oh. 85% des voix. Un proche qui fait de la politique me taquine en disant que tu n'as pas été assez bon, tu aurais dû faire 100%. Justement, la transition est toute trouvée. Merci de m'avoir tendu le bâton. J'aurais peut-être pas dû alors. Est-ce que votre poste de président de Unicongo est un poste politique ou apolitique? C'est un vaste débat. C'est un vaste débat. C'est une question assez profonde. Je vais dire que dans mon cheminement, ayant des proches politiquement très impliqué avec une longue carrière politique, j'ai vu l'impact sur une vie privée, sur la vie de famille de la politique. Donc j'ai essayé de m'en écarter le plus possible en allant dans le secteur privé. Dans quel secteur en plus, en étant politiquement connecté, on peut s'éloigner le plus possible de la vie publique? Je me suis dit l'agriculture. Là, vraiment, je suis loin, personne ne viendra me chercher. Ensuite, je suis allé m'installer à Pointe-Noire. Donc, je me suis dit, là, non, là, j'ai réussi à faire le maximum que je pouvais pour me tenir loin de la sphère politique. Et finalement, quelque part, en venant à la tête d'Unicongo, les attentes des gens que j'ai en face, c'était... Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut faire la politique? Finalement, en venant dans cette position, est-ce qu'il veut prendre une position publique? Mais ça a été fait sans vraiment de calcul, où je me mets à la tête d'Unicongo pour servir au mieux l'écosystème économique. Parce qu'en étant moi-même chef d'entreprise, je voyais toutes les limites, toutes les difficultés liées à l'environnement des affaires. Et moi, je ne sais pas m'impliquer je ne sais pas être dans un secteur sans m'impliquer à fond. Je dois prendre les choses en main, je dois participer à la solution, parce qu'on a trop de gens qui se plaignent des problèmes. Moi, je dois participer à la solution. C'est comme ça que j'arrive à la tête d'Unicongo. Donc, pour revenir un peu sur votre question, les attentes sont
parce que le patronat est une position très publique, avec des prises de parole qui sont scrutées, analysées des fois. On a l'impression qu'on envoie des signaux politiques sur certaines prises de parole. Donc on essaie de faire très attention. Donc pour vous répondre, j'essaie que dans mon exercice de la présidence du Congo, je sois le moins politique possible. Mais la nature de la fonction, malheureusement, nous positionne un peu dans la sphère, si ce n'est politique, au moins du débat public. Oui, d'accord, je comprends. Bon, on n'a pas vraiment une réponse, mais on a une réponse politiquement correcte. La réponse que vous voulez, c'est est-ce que demain, après Unicongo, je ferai de la politique? Et la réponse est non. Pas du tout. Là, si c'était ça la question. Il y en a qui s'interrogent, la réponse est non. Je continue à... Je pense qu'à un moment... Dans la sphère bantou, il faut qu'on accepte que on peut être dans son couloir et bien faire les choses et servir la communauté. C'est vrai. On n'est pas tous obligés, un peu comme attirés par la lumière, d'aller au gouvernement, d'aller dans la sphère politique, d'aller à l'Assemblée nationale. Ça n'est en aucun cas dans mes ambitions, et je le répète assez publiquement. Et je pense que j'ai beaucoup plus à apporter dans la sphère privée. Et puis aussi à Unicongo, il faut être franc, on touche à tous les secteurs de l'économie. On peut émettre des opinions sur beaucoup de choses. On peut proposer des choses à des membres du gouvernement dans plusieurs départements. On agit vraiment de façon très, très large. Vous imaginez bien tout ce que représente le secteur privé, tous les secteurs dans lesquels on est impliqué. En étant dans la politique, on est dans un carcan. On doit s'auto-censurer. Donc, est-ce que je ne perdrai pas en termes d'épanouissement personnel? Je pense que si. Moi, je suis touche à tout et j'ai besoin de rester dans des positions où je peux toucher à tout. Très bien, très très bien. Si le jeune entrepreneur vous pose la question par ma voix, comment se porte l'environnement des affaires au Congo? Vous répondez quoi à ce jeune? En toute honnêteté. Pas très bien. Pourquoi? Pas très bien. On le constate depuis une dizaine d'années. Avec le tarissement des finances publiques, il y a beaucoup de pression qui est faite envers le secteur privé. Beaucoup de contrôle, beaucoup de redressement. Vraiment, on a une chape de plomb qui s'exerce sur le secteur privé. Certains décideurs publics considèrent qu'il y a beaucoup d'exonérations au Congo envers le secteur privé. C'est ce qui est vrai. Il y a dans certains secteurs des exonérations énormes. Le secteur de l'agriculture, dont je peux parler assez librement parce que j'ai participé à obtenir ces exonérations pour notre secteur, est exonéré de tout. Il est exonéré de tout. Mais une fois qu'on a dit ça, ça fait que les fonctionnaires de terrain, donc ce n'est pas une stratégie publique, mais les fonctionnaires de terrain, ils considèrent, mais si vous êtes exonéré, donc vous êtes capable de payer tout et n'importe quoi. On peut vous faire des amendes pour ci, des amendes pour ça. Donc vous avez dans des sociétés aujourd'hui des bureaux spécialisés qui accueillent les contrôles qui viennent vers eux toutes les semaines quasiment ou tous les mois. J'ai une société dans les télécoms, je me rappelle, j'ai visité, ils ont un bureau des contrôleurs. Vous voyez un peu l'ambiance qu'il y a dans le secteur privé. Maintenant, ça, c'est une réponse pour une grande société, une société structurée, ce que je viens de dire. Ça ne répond pas tout de suite à la question posée par un jeune, je veux me lancer, comment je fais? Et pour les jeunes, la difficulté, c'est plutôt l'accès au financement, c'est la structuration, c'est l'apport en expertise, comment je suis capable de connaître la démarche pour créer ma société, comment je peux me former pour être le meilleur chef d'entreprise que je peux, comment, en gros, je peux passer de l'idée à la réalisation. Voilà. Et ça, c'est un challenge, peut-être aussi par le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de structures qui accompagnent les porteurs de projets. J'en connais une, je lui fais un clin d'œil, c'est un ami, Philippe Bouiti-Viodo, qui a une structure qui s'appelle OBAC. OBAC accompagne les jeunes. Il nous en faudrait des OBAC, il nous en faudrait 50 au Congo. Voilà. Et surtout parce que les jeunes qui viennent avec une idée pas suffisamment structurée, ou le projet n'est pas suffisamment structuré, on se base que sur l'idée, n'arrivent pas à se financer et se frustrent en disant les banques n'accompagnent pas. Non. Les banques n'accompagnent pas les projets pas bancables. Pour qu'un projet soit bancable, il doit être structuré. Vous voyez, donc il y a tout cet accompagnement qu'il faut faire. Au-delà de ça, il y a tout à faire au Congo. Quand vous êtes dans un pays qui importe 95% ou 90% de son alimentation, c'est qu'il y a tout à faire. Pas d'autosuffisance alimentaire. Oui. Maintenant, au-delà de ça, par contre, c'est un danger. C'est qu'une fois que je dis ça, on se dit, bon, donc je vais aller dans l'agriculture, je veux produire ci, je veux produire ça. Attention, c'est un secteur qui est très compliqué. Je parlais d'expertise. Le besoin d'expertise dans le secteur est encore plus important. Il ne faut pas s'y lancer à l'aveugle, voilà, sans trop préparer son lancement dans le secteur. Mais il y a beaucoup d'autres opportunités. Dans la fintech, il y a tous les services autour des paiements dématérialisés. Il y a beaucoup de choses dans le numérique à développer. Par contre, il y a un problème. C'est polémique ce que je veux dire. Beaucoup de Congolais manquent d'imagination. Beaucoup de Congolais manquent d'imagination ou de créativité. C'est pas lié intrinsèquement au fait d'être Congolais. Donc là, je me rattrape un peu parce que je disais que c'est polémique. Je me rattrape un peu, je m'explique.
le système académique congolais nous forme à avoir zéro créativité, à répéter tout simplement ce qu'on a appris. Moi, je suis un fruit du système éducatif congolais, donc je peux en parler librement. On nous a appris à faire le perroquet, même en philosophie. Le prof vous donne un sujet au lycée, et puis il vous dit thèse, antithèse, synthèse, voilà ce que vous devez dire, avec 3-4 citations insérées. Et vous mémorisez. Voilà. Si vous ne faites pas comme ça, c'est que vous êtes hors sujet, vous pouvez avoir 2, alors que vous avez trouvé l'argumentaire qui convient, mais le prof considère que vous n'avez pas fait comme il vous a dit de faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des jeunes qui rentrent dans le monde de l'emploi en étant peu créatifs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et on le voit dans les étudiants qui cherchent de l'emploi, on le voit au niveau des entrepreneurs, et ça crée beaucoup d'imitation. Vous allez voir, on peut prendre des exemples même des moins jeunes, des gens matures. Vous allez voir une pharmacie, 100 mètres plus loin, il y a une deuxième pharmacie qui s'ouvre, une boulangerie, une deuxième boulangerie. Les gens prennent l'idée du voisin en disant « Ah tiens, mais je vais faire pareil ». Voilà, en se disant toujours plus compétent que le précédent, à réussir mieux que lui. Voilà, donc il faut développer un peu plus d'imagination, de créativité. Donc c'est bien à travers des médias comme vous, ça donne des idées, ça diffuse peut-être... un certain mindset auquel on doit tous contribuer. Mais ce mindset, il va à la source. Vous parlez tout à l'heure, vous relevez le point sur l'éducation scolaire, ça va à la source. Est-ce qu'il faudrait changer tout le système éducatif? Ah oui. Il faudrait changer l'approche. Il faudrait changer l'approche, qu'on arrête de faire le perroquet. C'est vrai. À une époque, il y a très longtemps, le fait de faire le perroquet était justifié par quoi? Comme nos États n'avaient pas toujours le moyen de mettre à disposition les livres aux étudiants, aux élèves, le prof écrivait tout à la craie sur le tableau et vous devez recopier dans le tableau, dans le cahier, excusez-moi. En Europe, on vous donne les polycopiés à l'avance, vous avez le cours même disponible en ligne. L'idée de venir en classe n'est pas de recopier, mais c'est quand vous transmettez le savoir, que lorsque vous n'avez pas compris certaines choses, que vous posiez des questions, ça doit être le plus interactif aussi pour que... moi, je le vois même avec mes enfants qui sont dans le système éducatif français, malheureusement, parce que le système congolais, c'est complètement délité. Ils ont les exercices sur un cours de maths avant le cours en question. Oui. Moi, quand je vois ça, je dis, mais comment tu vas faire un exercice avant le cours? En fait, le challenge, c'est quoi? Vous prenez le livre, vous prenez les exercices, vous essayez déjà de comprendre vous-même. Ça veut dire que vous avez déjà compris les limites que vous avez dans la compréhension du cours, et quand vous allez en cours, vous allez poser les bonnes questions. Exactement. Ça en fait des jeunes autonomes. Ça fait des jeunes qui essaient de trouver des solutions pour se débrouiller. Mais quand vous savez que de toute façon, mardi, je vais arriver, je vais copier toute la leçon, et pendant le contrôle, le challenge, c'est juste tout mémoriser. Bon, ceci étant dit quand même, on mémorise tellement de choses. Moi, je suis arrivé à l'université, et j'espère que mes enfants ne vont pas écouter le podcast. Les matières que je n'aimais pas, je mémorisais tout, et j'avais des 19. D'accord. Parce que j'étais bon. Donc, toutes les matières dans lesquelles je me dis, là, on n'a pas trop besoin de réflexion, on va mémoriser. Mais le résultat, c'est quoi? Quand le cours est fini, que vous passez d'une année à l'autre, vous avez oublié tout ce que vous avez fait. C'est ça. Et on le voit même à l'école, l'école primaire, secondaire, on le voit, ce phénomène. Vous revenez en septembre, octobre à la rentrée, vous vous souvenez même plus de ce que vous avez fait l'année dernière. C'est vrai. Voilà, bon, je suis sorti un peu du cadre, mais en tout cas, le challenge pour nous, les aînés, je pense que je rentre dans cette catégorie aujourd'hui, c'est aider les jeunes aujourd'hui à développer leur créativité. Et c'est pour ça qu'au sein d'Unicongo, nous avons un programme de mentorat où nous recevons des jeunes étudiants en licence, où nous évoquons tous ces sujets que nous évoquons là, nous essayons de les rendre plus autonomes, les accompagner dans la structuration de leur profil pour pouvoir s'insérer de façon plus vendeuse sur le marché de l'emploi. Et ça passe par la rédaction de CV, la préparation d'entretien, comment se vendre. Le pitch. Voilà, le fait de pitcher, de vendre son profil en face, parce que quelque part, un entretien, c'est vendre son profil. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau du nombre d'entreprises? Qu'elles seraient trop nombreuses ou pas assez? Pas assez. Mais donc, c'est aux jeunes de les créer. Ça, c'est pas un blocage. Oui. Il y a, dans les concepts de stratégie d'entreprise, il y a les océans bleus et les océans rouges. Les océans rouges, c'est là où la bagarre est la plus forte et vous allez saigner parce qu'il y a trop d'acteurs. Les océans bleus, c'est des niches dans lesquelles il y a peu d'acteurs et donc la compétition reste encore assez ouverte. Donc, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas suffisamment d'entreprises. Après, peut-être que ce que vous entendez, c'est comme il n'y a pas assez d'entreprises, peut-être que les écosystèmes n'existent pas, peut-être que vous êtes obligé de tout faire vous-même. Il n'y a pas beaucoup de recrutement, il n'y a pas d'investisseurs. Là, on essaye d'identifier avec vous quels sont d'abord les problèmes pour les entrepreneurs et les jeunes étudiants. Si on se dit, bon, il y a un problème de créativité à leur niveau, donc c'est une part de responsabilité qui leur revient, de droit. Sur l'écosystème même, votre patronat, par exemple, est-ce que vous avez un patronat 100% congolais, par exemple? Non. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun pays où 100% des sociétés sont locales, sauf peut-être en Corée du Nord. Je pense qu'il y a même 2 ou 3 sociétés qui sont locales.
jusqu'en plus, il faut dire, jusqu'en 1991, il n'y avait pas de Congolais chefs d'entreprise, sauf que quelques Congolais qui l'étaient avant les nationalisations ou des Congolais politisés. Le premier chef d'entreprise durable au Congo date de 1991, quand on est parti de l'époque communiste vers l'époque démocratique actuelle. Voilà. Pour ce qui est des solutions, effectivement, vous avez parlé d'écosystèmes. Il faut créer des écosystèmes. On peut prendre l'exemple de l'agriculture. Voilà, on va dire les jeunes veulent aller dans l'agriculture. Souvent, ils viennent vers moi. Dans quoi je peux m'investir? Comment je peux faire pour être le meilleur planteur de maïs du monde? Mais est-ce que vous êtes agriculteur? Est-ce que vous avez de l'expérience? Quelle est votre expertise qui fait que vous puissiez aller faire ce que vous voulez? Si les réponses c'est je n'ai pas l'expertise, peut-être qu'il faut se demander mais qu'est-ce que j'ai comme expertise? Vous avez des jeunes qui sont dans la tech. Vous avez des gens qui ont des champs. Ils ont besoin de faire l'analyse de la qualité de leur champ. Est-ce qu'il manque de l'eau? Un truc même tout simple, cadastrer un champ. Pour dire mon champ, il fait 12 hectares. Moi, des fois, je vends des produits à des clients. Ils me disent, moi, je veux planter 200 hectares. J'ai acheté 200 hectares de terre, je veux planter 200 hectares. Vous leur vendez les engrais pour 200 hectares. Et puis après, il reste la moitié sur les mains. En fait, vous vous rendez compte qu'ils n'ont que 100 hectares et pas 200. Oui. Donc, les jeunes qui sont dans la tech, qui peuvent acquérir un drone, plutôt que de ne l'utiliser que pour les aspects multimédia, ils peuvent aussi aller faire de la prestation de services agricoles. On parlait de créativité, on parle du manque de société. Regardons les chaînes de valeur. Qu'est-ce qui manque dans la chaîne de valeur? Donc ça, c'est s'interroger. Ça, c'est l'aspect créativité. Ensuite, il manque des sociétés, il manque un écosystème. Justement, allons créer des sociétés de services dans les chaînes de valeur où il manque des sociétés de services. Des services, oui. Voilà. Écoutez, vous allez voir, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font la formation professionnelle à Pointe-Noire. Personne ne le fait en ligne. J'ai, moi, un adhérent qui, de temps en temps, loue les salles du Nicongo pour faire une formation en RSE. Il vient pendant 3 jours, il reçoit des gens. Je dis, mais est-ce que ça ne peut pas être fait en ligne? Est-ce que ça ne peut pas être fait en ligne? Et comme ça, tu vas même toucher 50 fois plus de personnes. Là aussi, il y a un créneau. Des jeunes qui veulent souvent aller dans le digital pour tous développer des sites web. Est-ce qu'on ne peut pas créer un studio pour la création de formations en ligne? Ouais. Moi, un jeune qui vient vers moi en disant, Président, est-ce que vous pouvez me donner accès à la liste des sociétés du Nicongo qui font des formations physiques? Je vous donne ça tout de suite, il y en a 50. C'est 50 clients potentiels pour un jeune qui va lancer son studio de création de formation. J'ai été récemment en ligne avec les promoteurs de Jocolab, un des incubateurs sénégalais qui est présent aussi à Pointe-Noire. Et eux, ils ont développé une plateforme de formation en ligne, comme Unicongo. D'ailleurs, Unicongo a une plateforme qui s'appelle e-Campus. Et nous, on a fait quelques formations de témoins, 3-4, mais c'est encore assez artisanal. Nous, on veut en faire quelque chose de pro, quelque chose de vendeur. Et de raffiné. Voilà. Et ils nous disent, nous, au Sénégal, mais tout le monde sait faire ça. On a développé une super compétence. Le framework qui permet de faire cette plateforme de formation, c'est Moodle. Il dit au Sénégal sur Moodle, mais on a des studios entiers qui vous font des formations Moodle, qui filment le prof, qui vous font quelque chose de vendeur, qui vous font le contenu de formation de façon vendeuse, qui gèrent même pour vous votre plateforme de formation. Voilà un créneau. Et là, on parle même plus peut-être d'imagination, mais de curiosité. De curiosité, voilà. C'est vrai. Et je veux interpeller les jeunes. Tous les jeunes que je rencontre ne connaissent pas l'économie congolaise. Peut-être par manque de curiosité quelque part. Où sont les sociétés au Congo? Est-ce qu'elles sont à Pointe-Noire? Est-ce qu'elles sont à Brazza? Est-ce qu'elles sont à l'intérieur du pays? Quelle est la distribution des sociétés entre Pointe-Noire, Brazza et l'intérieur du pays? Combien de sociétés on a dans tel et tel secteur? Qui sont les leaders dans tel secteur? Donc, il faut analyser les chaînes de valeur. L'amont, l'aval du secteur, par exemple, pétrolier. Dans le pétrole, on pense aux sociétés de production, Total, Perenco, Eni et les autres, ou à la SNPC. On pense aux stations-service et à la SLOG. Au milieu, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des services que je peux offrir aux transporteurs de carburant? Est-ce qu'il y a des besoins en développement de services dans la chaîne de valeur où je pourrais m'insérer? On doit se poser plus de questions sur comment rentrer dans un secteur plutôt que de trouver une idée que d'autres ont déjà trouvée et puis essayer au forceps d'aller la faire rentrer et que ça fonctionne. À ces 2 problèmes qu'on a identifiés, notamment la créativité, le manque de curiosité également aussi des jeunes, je pense, pour pouvoir s'informer et se renseigner sur un secteur avant de se lancer, quelle est la responsabilité de Unicongo? Unicongo essaye d'aller justement vers des porteurs de projets, vers des jeunes qui lancent des... Non, essaye pour dire qu'il y a toujours... Toute entreprise est perfectible, je veux dire. Oui. Donc, on le fait. On pourrait toujours le faire mieux. On pourrait toujours le faire plus largement. Moi, je suis contacté tous les jours, pas toutes les semaines, mais tous les jours sur LinkedIn par des jeunes porteurs de projets qui veulent me le présenter. J'accepte une partie, je ne peux pas accepter tous, évidemment, mais entre 10 et 20%, j'accepte. Je leur parle souvent en Zoom, je les rencontre même au bureau, je discute de leurs projets. Et c'est souvent les projets les moins bien structurés, étonnamment.
parce que je vais les conseiller en fait. D'accord. L'idée n'est pas de recevoir celui qui a bien mûri son projet, parce que c'est peut-être le plus apte à réussir. Moi, je prends ceux qui ont moins réussi. Voilà, c'est pour ça que je disais aussi j'essaie, ou on essaie à Unicongo, parce que en étant une personne physique, je ne peux pas recevoir 4000 jeunes par an. Et c'est pour ça aussi, je parlais de la plateforme eCampus qu'on est en train de lancer. On va aussi mettre des cours d'entrepreneuriat, de structuration de la gestion de projets, des cours de gestion assez basiques pour qu'on arrête de dire qu'on peut confondre le bénéfice, le chiffre d'affaires et voilà, ça, c'est sur la plateforme. C'est déjà une solution, la plateforme. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et Unicongo aussi, pendant longtemps, les sociétés congolaises de petite taille se sont auto-censurées. Je dis bien auto-censurées, c'est-à-dire que nous, à Unicongo, on n'a jamais interdit à un cabinet qui a 3 collaborateurs d'être membre d'Unicongo. Comme notre agence de communication. Exactement. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus. Je vous appelle à nous rejoindre. On a surtout l'appréhension de se dire à combien vont s'élever les frais d'adhésion ou les cotisations. Les frais d'adhésion pour une société qui gagne moins de 500 millions de chiffre d'affaires, et ça, c'est des milliers d'entreprises au Congo, c'est 250 000 par an. 250 000 par an. C'est sur un an renouvelable, pas du tout. À partir du moment où vous adhérez, sauf si vous voulez partir d'Unicongo, c'est tous les ans, vous êtes adhérent et vous payez une cotisation annuelle. Donc ça, je dis bien par an, 250 000 par an. Mais le niveau d'accompagnement que vous avez vaut très facilement cette somme et le retour sur investissement, il est dès la première année. Vous participez à des événements B2B. Vous avez la chance de participer à des événements où vous avez des patrons de grandes entreprises, des patrons de moins grandes entreprises, des acteurs de chaînes de valeur qui peuvent vous donner des idées, des conseils. Ça crée un réseau, mais d'une force incommensurable. Vous êtes autour de la table avec des décideurs, avec des clients, avec des fournisseurs. Donc ça vous ouvre un horizon qui est énorme. Et puis au-delà de ça, évidemment, nous conseillons, nous accompagnons les sociétés dans leur structuration. Récemment, j'ai une jeune compatriote qui est basée en France qui veut créer au Congo une parapharmacie. D'accord. Elle a écrit à Unicongo. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la création de ma parapharmacie ? Ce n'est pas un service qu'on fait. Oui. Par contre, on s'est dit, tiens, on va aider cette jeune. On lui a donné les informations, comment on crée, où on s'adresse, quelles sont les autorisations à obtenir. On lui a donné les contacts et maintenant on l'accompagne. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas un service habituel qu'on fait. On l'a fait pour elle. Demain, elle va créer sa parapharmacie, elle aura 4-5 employés et elle va adhérer naturellement à Unicongo. Oui. Donc on mène des actions multiformes pour accompagner les jeunes, les porteurs de projets, les jeunes entreprises, les TPE et les PME, jeunes ou pas, donc TPE, PME également. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui, un jeune Congolais, a du mal à décrocher un emploi ? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui se forment dans les filières générales et beaucoup de jeunes qui, dans les CV, se ressemblent. Et c'est très difficile pour un employeur. Nous, on a aussi une plateforme www.emploi.cg qui est la première plateforme d'annonces d'emploi au Congo. On a des milliers d'annonces qui sont disponibles, qui sont postées chaque année et 10 à 15 fois plus encore de demandeurs qu'il y a d'annonces. Et on remarque que sur une annonce, on a en moyenne 200 à 300 postulants. Et dans les 200 à 300, je vous dirais, 95% des CV se ressemblent. C'est-à-dire, j'ai tel diplôme, j'ai fait tel stage, je cherche maintenant un emploi. Et il y a une chose que j'aimerais encourager les jeunes compatriotes à faire, c'est ceux qui en ont les moyens, on revient encore sur ce sujet d'accès à la connexion, ceux qui en ont les moyens, il faut vous former. Se former à quoi ? Il y a des cours en ligne, il y a des MOOC sur tout un tas de choses. Vous allez en fonction de votre secteur. D'accord. Il faut apprendre des choses qui vont vous différencier du voisin. Il faut que dans votre CV, on voit que vous avez fait un MOOC sur la RSE, par exemple. À Pointe-Noire, la RSE, c'est un vrai sujet. On a des grandes entreprises qui ont des obligations sur la responsabilité sociale des entreprises. Oui. Moi, je n'ai jamais vu un CV de quelqu'un qui s'est auto-formé en RSE. Vous demandez à un jeune qui sort de l'école, qui veut aller bosser chez Total, chez Eni, chez Perenco, chez AGL. Vous allez voir le CV, il y a juste sa licence, ses stages ou son master même. Il ne s'est jamais formé au sujet du moment. D'accord. La RSE, il ne s'est jamais formé aux enjeux autour de la durabilité. C'est pour dire qu'il y a un réel problème de formation. Si les jeunes Congolais aujourd'hui ont du mal à trouver l'emploi, c'est le seul problème ? Il faut sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que je ne dis pas que la qualité de leur formation initiale est mauvaise. Sauf que tout le monde se forme. Tout le monde se forme aux mêmes choses. Comment chose, différencier 2 comptables sur la base d'un CV ? Il faut donc les recevoir en entretien. Lorsque vous avez 300 postulants, vous n'allez pas recevoir 300 personnes en entretien. Ça fait déjà un tri. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc ce qui fait, on reçoit souvent, le tri il est simple. On reçoit 10% des postulants en entretien. On en retient dans la shortlist 1 à 2%.
Donc c'est simple, on a 300 postulants, on va en recevoir 30, on va en garder 3, et après on va faire la décision finale sur les 3. D'accord. Mais les gens qu'on reçoit en entretien, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous attire dans leur CV. Et pour ça, c'est comment vous... Je vais vous donner un exemple concret. Dans ma position, en tant que président d'Unicongo, on peut s'attendre à ce que mon assistante, que je viens de recruter, je pense, il y a 1 an, soit une dame d'un certain âge, au moins 30 ans, sinon beaucoup plus, qui a de la bouteille, une assistante chevronnée, qui a de l'expérience dans le même type de poste, etc. Je vais vous dire, mon assistante a 21 ans, que je viens de recruter. Pourquoi ? Parce que vous avez cassé les codes. J'ai fait une annonce sur notre propre plateforme emploi.cg. Oui. Elle a été parmi les postulants, les 250 ou 300 postulants. J'ai regardé son CV, elle sort de l'école. Et parmi ses expériences, elle donne des cours bénévolement dans un collège. D'accord. Elle donne des cours en leadership dans un collège. Ça ne demande pas la connexion, ça ne demande pas de l'argent. Oui. Ça demande de se dire, bon, qu'est-ce que moi je sais faire ? En attendant que je trouve un boulot, peut-être que je peux m'occuper. En Europe, on vous dit par exemple que pour enrichir un CV, il faut avoir du bénévolat, du travail dans les associations. Ça vaut, mais ça, c'est gratuit. Oui, ça vaut de l'expérience. Vous allez voir un jeune, oui, mais c'est pas normal, cette société nous demande 5 ans d'expérience. Mais qui vous a dit qu'on demande 5 ans d'expérience exactement dans le même secteur ? Et au contraire, même des fois, ça nous interpelle. Vous êtes comptable et vous avez été bénévole pendant 2 ans dans une société qui fait le tri de déchets plastiques. On va dire, tiens, c'est quelqu'un qui comprend son environnement et qui se dit que je dois participer aussi à la vie de la communauté. Il n'y a pas que mon travail qui compte. On dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui, dans notre entreprise, va développer des projets, va nous faire des propositions. Donc, je parlais des MOOC. Et on parlait de RSE il n'y a pas longtemps. Ben, voilà, ça tourne. Ça tourne. Voilà, je parlais des MOOC. La limite, c'est la connexion et le coût de la connexion. Oui. Si on oublie s'insérer dans sa communauté en faisant du travail bénévole, faire de la transmission, oui. Participer. J'ai un jeune que je reçois dans le cadre du projet de mentorat. Ça m'a fait tilter. Je ne le connaissais pas avant de le recevoir dans le projet de mentorat. Et quand je le vois, je dis, mais tiens, son visage m'est connu. Vous savez quoi ? Et je le vois dans un forum. Après, je me suis rendu compte qu'il participe à tous les forums à Pointe-Noire, ce jeune-là. Aujourd'hui, il travaille chez Deloitte. D'accord. Donc, dans son CV déjà, il mettait en avant le fait d'avoir participé à tel forum, à telle formation gratuite à la chambre de commerce. Quand vous voyez son CV, vous comprenez, le jeune, en attendant de trouver un stage, il s'est pris en main. Oui, il s'est pris en main. C'est pas compliqué. Donc, quand vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore cherché les solutions, mais vous êtes déjà plein d'avoir les portes fermées. Trouvez d'abord les solutions. Et puis, je le dis là, dans une plateforme publique, hein, si un jeune met en œuvre ce que je dis là, son CV est enrichi par ses expériences, qui ne trouve toujours pas d'emploi, mon adresse mail, mon LinkedIn est public, il m'écrit pour me challenger et on va voir comment on peut l'aider. D'accord. Donc Unicongo, en fait, pour renforcer l'employabilité, aide les jeunes entrepreneurs ou les jeunes étudiants à trouver du travail. Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ou c'est juste parce que bon... Ça fait partie de la facilitation qu'on apporte à la vie de nos sociétés. Donc la plateforme emploi.cg, c'était simplement pour donner un outil technique à nos sociétés pour pouvoir mettre des annonces et aux jeunes de savoir où postuler. Donc on n'avait pas obligation de le faire. C'est quelque chose qu'on a décidé de faire pour faire la mise en relation entre les demandeurs et ceux qui demandent. Et on ne trouve pas des stages pour les jeunes, c'est-à-dire ou d'emploi pour les jeunes chercheurs d'emploi. C'est-à-dire que vous allez nous envoyer des mails en disant « moi je veux de l'emploi, trouvez-moi un emploi ». Non. Par contre, on est, encore une fois, j'ai utilisé ce terme à plusieurs reprises, des facilitateurs. C'est-à-dire qu'un jeune qui me contacte, qui me dit « moi j'ai le CV de ma perception qui est idéal ». Pourtant, je ne trouve pas d'emploi. J'ai cherché dans ça, ça, ça. En attendant, je me suis formé dans ça, ça, ça. Ça m'interpelle en tant qu'humain. D'accord. Et là, en tant que président d'Unicongo, je vais décrocher mon téléphone et appeler un DG. C'est le petit avantage qu'on a d'être autour de la table. Je le disais même pour les petites sociétés. Je vais appeler le DG d'une grande société. Je veux dire, écoute, il y a une carte à jouer avec ce jeune. Je pense qu'il a du potentiel. Mmh. C'est comme ça qu'on aide. Voilà, donc c'est pas... On n'aide pas à l'échelle industrielle, je dirais presque pour prendre une image. On aide à l'échelle artisanale, à la demande en fonction des profils. Par contre, sur emploi.cg, toutes nos plateformes en ligne, là, c'est ouvert au public, hein, c'est pas limité. C'est juste dans cette facilitation que nous, en tant qu'individus, on peut apporter, qu'on est obligé de le faire malheureusement au cas par cas. D'accord. Et il y a une autre question qui revient souvent. Comment aujourd'hui, moi je suis jeune, je sors d'une formation, j'ai un diplôme, je n'ai pas d'expérience, mais on me demande une expérience de 3, 4, 5 ans avant de m'employer. Il y a un problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, lorsqu'on demande à des jeunes de postuler, il faut bien qu'il y ait des critères. Il faut qu'il y ait des critères qui éliminent ou qui permettent de trier. Vous avez 300 personnes, vous devez avoir une grille d'évaluation pour dire je vais garder que 10 CV. Mais ce ne sont pas des robots qui regardent le CV. Donc, je peux prendre encore l'exemple d'un soudeur.
si dans son CV, on voit qu'il a fait une formation en, je sais pas moi, en entrepreneuriat, en transformation de produits agricoles, parce qu'à un moment, il s'interrogeait, est-ce qu'en étant soudeur, je ne peux pas apprendre comment on fabrique des machines agricoles? Mais finalement, il n'a pas poursuivi ce chemin-là, mais au moins, il a fait soit des formations, soit des stages, où il peut montrer qu'au-delà d'avoir son diplôme technique de soudure, il a fait d'autres choses. On peut oublier, comme je vous le disais tout à l'heure avec mon assistante, le manque d'expérience. On peut l'oublier. La diversité des formations. En fait, ce qu'on veut voir dans un CV, c'est qu'est-ce que ce profil va apporter à ma société. Et moi, je dirais, le critère de l'expérience, c'est un critère bidon. Pourquoi? Au Congo, les gens compétents sont rarement au chômage. Les gens compétents qui ont de l'expérience restent dans les entreprises. Ne quittent leur entreprise que quand ils ont une opportunité, par le bouche à oreille, ils sautent d'une entreprise à l'autre. Le comptable qui a 10 ans d'expérience, qui se retrouve au chômage, qui attend son prochain emploi, c'est qu'il a déconné dans son précédent emploi. C'est vrai. C'est polémique ce que je dis, mais je pense que c'est vérifiable. Donc, quand on dit je veux un jeune qui a 5 ans d'expérience, mais donc un jeune qui a 5 ans d'expérience, qui est au chômage, qui attend l'opportunité que je lui présente, peut-être que ce n'est pas non plus le bon critère. Donc, c'est aussi de la pédagogie qu'on fait à nos adhérents en disant allez au-delà de ce critère d'expérience. Mais ils ont l'intelligence et la hauteur de le comprendre. On a des DRH dans les sociétés qui sont chevronnés, qui ont beaucoup d'expérience, qui savent aller au-delà de ça, qui savent en regardant un CV Vous savez qu'un CV, ça se regarde en 30 secondes. En 30 secondes, on sait si même je pense même pas 30 secondes, plutôt 15 secondes. Dès qu'on le regarde, on dit, bon, OK, on le pose, on prend le prochain, on le pose. Ah, tiens. Et puis là, je passe les 30 prochaines secondes à le lire. Et il faut qu'il y ait ensuite la chose qui va m'accrocher pour continuer peut-être au-delà, à 1 minute, finir le CV et appeler la personne. Et il faut y penser quand on structure son CV. Comment j'accroche? Un truc tout bête, et on aide les jeunes aussi en les formant là-dessus, comprendre que c'est la plus récente des expériences qu'on met devant. Le plus récent des diplômes. Moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas besoin de savoir si tu as eu le CEP à telle école et si tu as eu le BEPC à 8 mars au plateau. Ça ne m'intéresse pas. La plus récente. Et on ne met pas tout ce qui n'a pas d'importance dans un CV. Voilà. Et attention aussi aux gens qui exagèrent. Tout le monde parle anglais dans les CV, tout le monde sait utiliser Excel alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Peut-être que je peux aussi ouvrir une parenthèse là-dessus. On néglige trop l'importance d'avoir des compétences sur les outils bureautiques. Dès qu'on sait saisir dans un tableau, on dit qu'on a une compétence en Excel. Auto-formez-vous en allant voir des vidéos sur Internet sur une utilisation experte d'Excel. Sur YouTube, il y a tout et c'est gratuit. Allez vous former à la gestion de projet. Personne au Congo, parmi les jeunes qui viennent me voir d'emblée avec des profils assez basiques, ne sait utiliser Microsoft Project. La gestion de projet, on n'a pas besoin de formation pour ça. Vous savez, jusqu'à la crise pétrolière, que les prix du baril se sont effondrés, il y avait dans les grandes sociétés à Pointe-Noire des chefs de projet qui venaient de l'étranger. Moi, j'ai connu un chef de projet dont la seule compétence était de savoir utiliser Microsoft Project. Il était au bureau, il gérait les ressources, les objectifs, le timing, les délivrables. Je dis, mais ça, c'est Microsoft Project. Et puis peut-être une formation certifiante. Oh, oui, effectivement. Il avait fait juste une formation certifiante. Et il était dans une grande société pétrolière de la place et il gagnait plusieurs millions de francs CFA. Incroyable. Cela dit, est-ce que vous n'avez pas peur que le fait d'avoir un patronat qui n'est pas 100% congolais, que ce patronat, justement, en fait, ne serve que ses intérêts et pas les intérêts des Congolais? Il faut dissocier le patronat en tant qu'institution et le patronat en tant qu'association qui regroupe ses adhérents. Donc on sépare les deux. En tant qu'institution Uni-Congo, le staff d'Uni-Congo est 100% congolais. C'est-à-dire que ceux qui portent les sujets au quotidien, ceux qui font les plaidoyers, ceux qui participent aux réunions techniques, aux réunions de travail, sont 100% congolais. Le président d'Uni-Congo est un entrepreneur congolais, choisi parmi ses pairs, comme je disais tout à l'heure, élu par ses pairs, étant un entrepreneur dans le secteur agricole, un secteur négligé, embryonnaire dans notre pays, où tout le monde est convaincu qu'on ne peut pas gagner d'argent. Patron de PME, CEAGRI, c'est 12 employés directs, GTC, c'est une trentaine, et puis, en fonction des besoins de la campagne, on peut monter à 60. Donc, on va dire j'emploie moins de 100 personnes. On est vraiment une PME. Mes activités, c'est des activités de PME. Quand mes pairs, chefs de ces grandes entreprises qui n'auraient pas l'intérêt commun congolais à l'esprit, me choisissent, ils envoient un signal, justement pour contredire cet a priori en disant non, on comprend qu'on ne peut pas être juste une grande entreprise étrangère, ne penser qu'à nos intérêts et ne pas envoyer un signal vis-à-vis des pouvoirs publics en ne se choisissant pas quelqu'un qui comprend les enjeux nationaux, qui comprend le point de vue des pouvoirs publics, qui comprend... C'est pour ça même que vous m'avez dit, mais on constate que vous êtes beaucoup plus visible, que vous faites des choses. Justement,
Unicongo envoie un signal en disant on veut essayer une nouvelle approche. Un jeune, bon, est-ce que quand on a passé 40 ans, on est encore jeune, un encore presque jeune. Je vous rassure, vous êtes encore jeune. Voilà, merci. Un chef de PME dans un secteur embryonnaire, on envoie un signal, peut-être qu'il va faire les choses différemment, et j'espère que je fais les choses différemment. Vous faites les choses différemment. Voilà, merci de le relever. Et donc ça, c'est un choix des sociétés. Oui. C'est volontaire, il n'y a pas eu de coercition. Il y a des pays... pas en Afrique centrale, mais il y a des pays où le politique influe sur le choix du président du patronat. Si on sent que le président du patronat n'est pas aimé du politique, personne ne votera pour lui, on dira bon, on va aller dans des problèmes. Au Congo, on a une vraie chance. Le politique n'intervient pas dans le patronat, mais pas du tout. Le politique n'a aucune influence. Donc quand le patronat s'auto-censure presque en disant ne laissons pas un patron de grande entreprise à la tête du patronat, choisissant plutôt une PME, c'est un choix volontaire. On envoie un signal très fort. D'accord. Président d'Unicongo, M. Michel Ndiombo, qu'en est-il des investisseurs au Congo, l'investissement au Congo? J'essaie de cerner. En fait, la réponse me paraît tellement logique que c'est oui, que j'essaie de cerner un peu quel est l'état d'esprit de ceux qui posent la question. Est-ce que peut-être qu'on considère qu'il y a trop d'investisseurs qui viennent avec de l'argent, qui le fructifient et le rapatrient sans qu'il y ait de ruissellement? C'est ça la question? Si vous dites déjà qu'il y a des investissements qui se font au niveau du Congo, ça, si vous me dites oui. Ah oui, bien évidemment. Mais pourquoi il y a ce paradoxe que le jeune entrepreneur ou le jeune Congolais ne se retrouve pas? Prenons des exemples concrets. Moi, j'ai un adhérent qui est l'un des plus grands commerçants de ce pays, d'origine ouest-africaine, mais qui a vécu toute sa vie au Congo, qui est naturalisé, qui est très ancré dans la communauté. C'est un Congolais. Il est importateur de riz, d'huile, de plein de produits alimentaires. Sa démarche, depuis une dizaine d'années, a été chaque produit qui marche bien et qu'on peut produire au Congo, il va le produire au Congo. D'accord. Il a créé une minoterie. Il a créé une savonnerie à Pointe-Noire. Il y a beaucoup de produits. Même, il importe la lessive. Et avant, il importait le sachet tout fait. Maintenant, il importe en vrac et il fait le conditionnement au Congo. La prochaine étape, c'est peut-être qu'un certain nombre d'intrants de cette lessive soient aussi produits au Congo. Donc, il est dans cette démarche-là. Sa minoterie a dû lui coûter, je ne connais pas les chiffres, une dizaine de milliards de francs CFA. Mais cette dizaine de milliards de francs CFA ne vient pas de l'étranger. C'est la fructification de l'argent qu'il a fait en étant importateur, en étant commerçant. Donc déjà, et des exemples comme ça, vous en avez des dizaines. Vous prenez, on va même prendre l'exemple d'une société étrangère. Le groupe Castel, qui est propriétaire de la société Saris, bien que Saris est quand même un actionnariat congolais, se diversifie, ils vont lancer une distillerie. Au Congo, on ne produisait pas l'alcool. Oui. Que ce soit de l'alcool médical, l'alcool qu'on met dans les boissons, en tout cas l'alcool comme matière de base, on ne le produisait pas. Alors que certains des sous-produits du processus industriel de production du sucre permettent de produire l'alcool. Donc Saris est en train de lancer cette année la distillerie du Congo. Et c'est une usine qui a coûté aussi des milliards. Au-delà de ça, Unicongo siège à la Commission nationale des investissements qui se tient tous les 6 mois. Et vous avez des dossiers, des gens qui demandent des exonérations de douane, de taxes, etc. dans le cadre de la Charte nationale des investissements. Chaque commission qui se tient, c'est au moins 25-30 dossiers qui sont reçus, dont, on va dire, 80% sont acceptés. Et cumulés, c'est des milliards de francs CFA d'investissement. Et puis, quand vous regardez toutes les sociétés de la place, à un moment, peut-être qu'elles se sont un peu recroquevillées sur leur cœur de métier, ne se diversifiaient pas beaucoup, mais elles ont compris qu'on ne peut pas rester comme ça. Rien qu'à cause du challenge d'une nouvelle catégorie d'investisseurs, les Indiens. On en a à Unicongo, je ne leur pointe pas le doigt, mais je veux dire que les Indiens nous ont quand même secoués. On a certains investisseurs traditionnels qui, on peut prendre l'exemple de la distribution. Ils ont un point de vente, les Indiens arrivent, ils en ouvrent un, vont à la cité, ont des points de vente pour différents types de revenus. Ça vous challenge et ça vous force aussi à sortir de votre zone de confort. Et c'est là qu'on a vu, je vais le nommer sans vouloir le froisser, Casino a fait son centre commercial. Oui. Parce que le Casino, en tant que supermarché, avec Régal pas très loin, finalement, quelle est la différence entre les deux? Je vais faire un centre commercial. Oui. Ils vont faire la même chose à Pointe-Noire. Ça a challengé les Indiens qui avaient l'approche d'aller à la cité, avoir plusieurs types de magasins, d'être un peu partout. Leur approche était géographique. Quand Casino lance son centre commercial à Brazzaville, eux, maintenant, ils vont les challenger à Pointe-Noire. Eux aussi vont maintenant lancer des galeries commerciales à Pointe-Noire. Casino se sent un peu bousculé. Casino aussi va lancer des travaux dans l'ancien Score à Pointe-Noire. Ils vont casser le bâtiment bientôt. Ils vont construire une galerie commerciale également. Voilà. Mais tout ça, ce sont des investissements. On oublie d'où venait l'argent. Est-ce que l'argent était local ou étranger? Mais une fois que l'argent est là, se fructifie, on le réinvestit. Et je pense que sur ça, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir que les capitaux viennent d'ailleurs ou pas. Une société citoyenne qui paye son impôt,
qui traite correctement ses collaborateurs, qui réinvestit localement, qui se diversifie, il peut être taïwanais, indien, français, tout le monde est le bienvenu. Vous allez d'ailleurs noter que l'un des indicateurs de développement d'un pays, c'est les IDE. C'est les IDE, c'est les investissements directs étrangers. C'est carrément un critère. Est-ce que votre pays attire suffisamment d'investissements directs étrangers? Voilà. Et donc, il faut regarder un peu les statistiques du Congo. Ça fluctue. Ça fluctue. Des fois, on en attire beaucoup, des fois moins. Et puis, ça va trop dans le pétrole. Mais maintenant, ça commence un peu à changer. Voilà. Il y a un dynamisme qui se crée. Il y a un dynamisme naissant. OK. Pour l'instant, qui est encore trop drivé par le secteur pétrolier. Oui. Vous allez voir, par exemple, je parle de distribution alimentaire, là, par exemple, avec les exemples que je viens de donner. Dès qu'au niveau de Point-Noir, ça se contracte un peu, il y a moins d'activité pétrolière, vous allez voir la consommation baisse. La consommation baisse, il y a moins d'expatriés avec moins de pouvoir d'achat, il y a des licenciements de Congolais qui travaillent dans le pétrole, il y a des consultants qui peut-être entre deux contrats, il y a une période qui s'écoule, il n'a plus de contrat, il attend d'aller en mer par exemple, donc il ne consomme pas de la même façon. Mais il y a la même chose aussi à Brazzaville. En ce moment, on a une baisse de la consommation sur beaucoup de produits, la farine, les boissons, il y a une baisse de consommation à Brazzaville parce que l'État a des difficultés de trésorerie. Donc le commerce à Brazza pâtit de la baisse d'activité ou des revenus qui baissent au niveau public. À Point-Noir, c'est le pétrole. Donc, on est encore trop sur la commande publique ou sur le pétrole. Donc, malgré cette diversification, c'est une diversification qui dépend encore trop de ces deux types d'acteurs. Donc, il nous faut accélérer la diversification pour que cette propre diversification s'auto-alimente. Par exemple, en ayant, au lieu d'avoir 20 supermarchés demain, quand on en aura 100, ça va permettre à des sociétés de transport d'avoir du business en plus. Et là, même si cette société de transport qui transportait le carburant de Brazza à Point-Noir a une baisse d'activité dans le transport du carburant, ben, il n'a qu'à transporter, je ne sais pas moi, des sacs de farine pour le groupe GMK, par exemple. Très très bien. Quel est votre rapport entre votre entité Unicongo et l'Agence congolaise pour l'emploi ? Nous avons, avec l'Agence congolaise pour l'emploi, ou le FONEA, qui s'occupe d'employabilité, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons des relations assez dynamiques parce que tout ça, ça s'imbrique. Je pense aussi à la Direction générale des PME, le ministère des PME. Nous collaborons beaucoup sur des événements, sur des forums pour pouvoir diffuser l'information, sur des collaborations, sur des formations. Par exemple, avec le FONEA. Le FONEA va collaborer avec nous sur notre plateforme de formation en ligne pour que nous puissions diffuser leurs formations qu'ils donnent sur notre plateforme et pour qu'eux puissent nous accompagner à structurer un certain nombre de notre formation. Donc, c'est une collaboration gagnant-gagnant. Sur la CPE a un site internet qui fait aussi, qui diffuse les annonces. C'est d'ailleurs une obligation. Toute société qui veut recruter doit passer par la CPE et doit diffuser sur son site internet l'annonce. Mais je disais que nous, on avait www.emploi.cg. Donc, on était en train de voir avec la CPE comment on peut faire une passerelle entre les deux. C'est vrai. Toute personne qui publie chez nous, automatiquement, c'est aussi diffusé sur la CPE. Voilà. À Unicongo, j'aimerais qu'on retienne qu'on est dans la collaboration. On est une structure ouverte et on ne doit pas essayer de garder, on va dire, des précarés à nous. On est ouvert parce qu'on ne peut se développer qu'ensemble. Monsieur Michel Diombo, on est vers la fin de cette discussion, franchement très riche. Moi, je suis le premier à être servi, j'ai beaucoup appris. J'ai juste deux dernières questions qui me viennent à l'esprit. C'est qu'on va essayer de résumer. Si je vous demande, est-ce qu'il y a beaucoup de chômeurs au Congo, vous me répondez quoi? Oui, malheureusement trop. Quelle est la solution? Créer plus d'emplois, diversifier l'économie. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'emplois. Il y a des milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Je vais vous donner un chiffre. Je crois que le secteur privé formel, les statistiques que j'ai, créent entre 6 000 et 8 000 nouveaux emplois chaque année. C'est trop peu. C'est trop peu. C'est trop peu. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des formations des jeunes? Il faut que les jeunes réfléchissent aux besoins du marché de l'emploi. Et là, c'est l'orientation. Il faut réfléchir avec le ministère de la formation primaire et secondaire comment faire de la vraie orientation au niveau de l'école. Et là, peut-être qu'il nous revient à nous, chefs d'entreprise, d'aller vers ce ministère, dire peut-être qu'on peut faire un forum annuel, recevoir les lycéens et les conseillers sur l'orientation. Mais au-delà de ça, l'entreprise ne peut pas tout faire elle-même. Est-ce qu'il ne faut pas penser, comme dans certains pays à l'étranger, qui ont des responsables d'orientation au sein des écoles ou des lycées? D'accord. Le patronat congolais vous fait confiance. Vous avez commencé à poser des actes. Nous, on a noté à distance, parce que les jeunes envoient les choses de très loin. On est connecté sur LinkedIn. On voit que vous avez une nouvelle démarche, une nouvelle vision. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez pu faire, mettre en place, dont on n'a pas évoqué dans cette émission? Écoutez, on essaie, d'un point de vue général, sans lister les actions précisément, on essaie de servir au mieux les intérêts de nos adhérents en les aidant à développer leur business. Défendre les intérêts d'acteurs qui ne se développent pas, finalement, ne sert à rien. Donc, on est vraiment un accompagnateur, un facilitateur du développement des activités de nos membres. Et au-delà de ça, on essaye
d'élargir notre spectre d'activité, parce que quand vous allez systématiquement face au pouvoir public pour aller défendre des intérêts spécifiques sur la fiscalité, sur la réglementation, etc., à un moment, on commence à dire que vous ne redistribuez pas assez. Donc, dans notre démarche, il nous faut nous impliquer dans tous les maillons de la vie économique et sociale du pays. C'est pour ça qu'on fait on fait la formation, on fait l'orientation, on est facilitateur sur la recherche d'emploi des jeunes. On fait beaucoup même de lobbying pour le pays. L'année prochaine, d'ailleurs, on va organiser la rencontre des entrepreneurs francophones qui va réunir 1 millier de personnes à Brazzaville. C'est en quelque sorte participer à la diplomatie économique du Congo. Oui. Voilà. Donc on essaie d'être un partenaire des pouvoirs publics, un facilitateur pour nos membres et les entreprises privées au Congo en général, et être un partenaire pour les administrations publiques et peut-être un grand frère bienveillant pour ces jeunes qui veulent rentrer sur le marché de l'emploi. Une dernière question, l'écosystème des affaires au Congo, en tant que pays économiquement parlant, nous avons réuni toutes les conditions pour attirer des investisseurs? La réponse est non, malheureusement. L'environnement des affaires est mauvais au Congo. Il faut être franc, il faut le dire. Il est mauvais. Certains interlocuteurs que nous avons au gouvernement en sont conscients et travaillent à son amélioration. Il revient aussi à Unicongo de faire les propositions pour son amélioration. Je pense qu'on est dans un momentum où, du côté des pouvoirs publics, il y a la volonté de changement aussi, d'amélioration des choses. Pour l'instant, le Congo fait encore peur. Quand vous avez des investisseurs étrangers qui regardent une grille de risque pays, le Congo est quand même dans le bas de l'échelle. Vous le voyez dans tous ces classements qui ont existé, comme le Doing Business, etc. On est encore assez bas. Travaillons ensemble à améliorer les choses. Bon, ceci dit, les opportunités naissent dans la difficulté. Si vous attendez que tout soit parfait, que le Congo soit la Suisse ou Singapour de l'Afrique centrale, vous allez rater les opportunités. Je pense qu'on le voit dans certaines sociétés qui ont éclos au Congo, qui se développent très bien et qui arrivent à évoluer. Mais il faut que les choses s'améliorent et nous y travaillons aux côtés de nos partenaires qui sont les pouvoirs publics. Donc un étudiant, juste le dernier mot, un étudiant, un entrepreneur, il faut être muni de l'optimisme, de la prise de risque, du courage et de la curiosité. Bien résumé. Félicitations. Excellent. On aurait presque pu tenir notre podcast dans ce résumé-là et tout avait été dit. Merci. Merci beaucoup, M. Michel Njomo, président d'Unicongo. Merci beaucoup. C'était un honneur. C'est moi. Merci beaucoup. Qui suis honoré. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Continuez à nous regarder et écouter ce podcast sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. À la prochaine.